Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier, dense, revendicatif. C'est une plainte publique, mais aussi une demande d'indemnisation. Le titre Podcast, Denuncia de corruption organisée y continuad en Espagne, y pétition d'indemnisation. Oui, un titre qui annonce la couleur, effectivement. L'auteur, c'est le docteur Murad Muradaga. Il est médecin, il exerce à Algeciras, dans le sud de l'Espagne. Et il a un profil assez polyvalent d'après ce qu'on lit. Médecin dentiste, médecin esthétique, C'est ça, et même médecin aéronautique. Une sacrée palette de compétences. assez remarquable, oui. Mais le cœur du document, ce sont des allégations, et elles sont très graves. L'auteur se dit victime de persécution, de corruption, organisée, continuée, et ça durait depuis juin 2010. Plus de 14 ans donc. C'est énorme. Il met en cause 3 administrations publiques espagnoles, Mhm, la Direction générale du trafic, la DGT, mhm. les services de santé régionaux, la Consejería de Salud, et puis l'agence fiscale, la l'Agencia Tributaria. D'accord. Un trio assez classique dans les interactions avec les citoyens et les entreprises. Mais là, il parle de persécution coordonnée. C'est l'idée. Et ce qui a mis le feu aux poudres récemment, apparemment, c'est une notification de l'agence fiscale, reçue là le 3 septembre 2025. Ah oui, qu'est-ce qu'elle dit, cette notification? Elle lui réclamerait 50 000 euros, des pénalités. Mhm. Et l'auteur dit, lui, n'en avoir jamais entendu parler avant. Il voit ça comme une sorte de coup de grâce, une intimidation. 50 000 euros qui sortent de nulle part, selon lui. D'accord, ça expliquerait la démarche publique. Voilà, donc notre objectif aujourd'hui, c'est de déplier un peu tout ça, comprendre la chronologie des faits, telle qu'il l'a décrit, analyser ses accusations. C'est le récit d'une lutte personnelle contre ce qu'il voit comme un système qui veut l'écraser. Alors, allons-y. Pour comprendre, il faut remonter au début, je crois. Où est-ce que ça commence, d'après lui? Alors, le point de départ qu'il donne, c'est Ceuta, l'enclave espagnole, donc en 2010. Il affirme que les ennuis ont démarré juste après qu'il ait dénoncé publiquement une affaire. Une affaire de ce qu'il appelle corruption urbanistique. Corruption urbanistique, donc on parle potentiellement de permis de construire, d'aménagement, ce genre de choses? Des domaines sensibles, souvent. Exactement. C'est un domaine où les enjeux financiers et politiques peuvent être importants, oui, et il fait un lien direct entre cette dénonciation et la suite. Et la suite, c'est quoi selon lui? La conséquence directe, qu'il décrit comme brutale, la fermeture administrative de ces deux cliniques, à Ceuta. Toujours en 2010. Et il utilise une expression assez colorée, disons. Il parle d'une décision politique multicolore. Multicolore, ça suggère quoi? Une sorte d'alliance contre nature de différents partis politiques locaux contre lui? C'est l'interprétation qui ressort, oui. Il ne voit pas ça comme une décision technique basée sur des faits, mais vraiment comme une rétorsion politique concertée. D'accord, très bien. Suite à ça, à Ceuta, il décide de quitter l'enclave. Il traverse le détroit. Il s'installe à Algeciras, en Andalousie. Mais selon le document, les ennuis ne s'arrêtent pas là. Au contraire. Ah, donc c'est à Algeciras que ce schéma de persécution présumé par les 3 administrations trafic, santé et fisc se mettrait en place? C'est exactement ce qu'il détaille. Il décrit une sorte de pression continue, presque coordonnée selon ses dires, dès qu'il arrive sur la péninsule. Si on les prend une par une, comme il le fait. D'abord, la DGT, la Direction générale du trafic. Celle qui gère les permis, les cartes grises, les amendes routières, c'est ça? Quel rôle elle aurait joué? Dès 2010, à peine arrivé à Algeciras, il dit avoir reçu ce qu'il appelle, avec ironie, une lettre de bienvenue. Une lettre de bienvenue? Oui, 2 amendes, chacune de 3 000 euros. Ah oui, quand même. Le document ne dit pas pourquoi exactement, le motif officiel. Mais lui, il insiste sur le caractère qu'il juge arbitraire. Et surtout, le timing, juste après Ceuta, juste après son installation. Et depuis, il parle d'inspection régulière de la DGT, qu'il qualifie aussi d'arbitraire. Pour lui, c'est du harcèlement continu. D'accord. Ça, c'est pour le trafic. Ensuite, les services de santé régionaux, la Consejería de Salud. Là, on touche à son métier. Quelles sont les allégations? Alors là, c'est plus récent, ça date d'avril 2023, selon lui. Mais c'est tout aussi bloquant. Il explique qu'on lui refuse une autorisation Pourquoi faire? pour agrandir sa clinique actuelle, qui est petite apparemment. Et le motif officiel qu'on lui donne, il le trouve ridicule. C'est son mot. Et c'est quoi ce motif jugé ridicule? Apparemment, il aurait déplacé un appareil médical de 6 mètres à l'intérieur de son local. D'accord. Et ça, l'administration l'aurait requalifié en modification structurelle majeure, ce qui entraînerait des démarches très lourdes et au final bloquerait son projet. Ah oui, vu comme ça.
Pour montrer l'absurdité perçue, il compare sa petite clinique à des géants comme l'hôpital La Paz à Madrid ou Vall d'Hebron à Barcelone. Il dit que là-bas, des travaux bien plus importants se font sans ce genre de mudzi. Pour lui, c'est clair, c'est une entrave délibérée. Donc, après le trafic et la santé, il y a la troisième administration, l'agence fiscale, Hacienda. Et c'est elle qui est derrière la fameuse notification récente. C'est ça. La notification de début septembre 2025, les 50 000 euros. Il dit que ces pénalités sont inventées et cumulées, sur des années sans qu'il n'ait jamais rien reçu avant. Pour lui, c'est le coup de grâce, la tentative de l'asphyxier financièrement pour le faire taire. Il y a une forme d'ironie très mordante dans sa façon d'en parler, non? Ah oui, tout à fait. Il note, sarcastique. On me confond peut-être avec Rothschild ou Elon Musk. Il rappelle qu'il n'est qu'un médecin, avec une petite clinique, dans une région, Algeciras et le Campo de Gibraltar, qu'il décrit lui-même comme marquée par la corruption, le narcotrafic, le blanchissement d'argent. Le contraste est saisissant, effectivement. Oui, lui, petit entrepreneur, serait harcelé pour des peccadilles ou des dettes inventées, alors qu'autour, des activités illicites bien plus importantes sembleraient, disons, moins inquiétées. C'est l'image qu'il renvoie. Et c'est là, je crois, que son récit personnel bascule vers une critique plus large. Il ne se contente pas de lister ses problèmes, il analyse le système espagnol. Exactement. C'est un point clé du document. Il utilise son cas pour critiquer ce qu'il voit comme une corruption systémique en Espagne. Généralisée, dit-il, institutionnalisée même. Il parle d'un manque de transparence, il évoque même des rapports de l'Union européenne qui iraient dans ce sens, mais sans donner de référence précise ici. Et au-delà de la corruption elle-même, il critique aussi la façon dont le système réagit, ou plutôt ne réagit pas, quand on dénonce. Oui. Il pointe du doigt ce qu'il appelle une absence de culture de la démission, quand des responsables sont mis en cause. Et surtout, l'absence, selon lui quasi systématique, d'indemnisation pour les victimes d'abus administratifs ou de corruption. Pire, il affirme qu'il y aurait une politique délibérée d'intimidation et de persécution contre le citoyen lambda qui ose dénoncer, pour le faire taire et pour faire un exemple. Dissuader les autres. Et cette vision très sombre, il l'applique particulièrement à sa région, Algérisas. Il insiste sur ce contexte local, oui. Comme on l'a dit, il dépeint la zone comme un terreau pour la corruption, le narcotrafic, le blanchiment. Il suggère que les institutions sont soit dépassées, soit complices. Il va même jusqu'à dire que les enquêtes anticorruption qui existent parfois, elles ressemblent plus à des règlements de compte entre politiciens rivaux qu'à une vraie recherche de justice. Et les citoyens honnêtes et les professionnels dans tout ça, quelle est leur place selon lui? Les professionnels honnêtes et surtout les indépendants, les autonomos, seraient les grands perdants de ce système. Traités comme des numéros par une administration qui juge incompétente ou malveillante, et ils souffriraient en silence, par peur des représailles s'ils se plaignent. C'est intéressant cette focalisation sur les autonomos, les travailleurs indépendants. Il développe ce point ou? Ah oui, c'est même un argument central. Il utilise son cas pour illustrer le sort des indépendants en Espagne. Son idée, c'est que le système espagnol, dans sa culture, dans sa structure administrative, est pensé pour l'emploi salarié classique, la nomina asegurada, le salaire garanti tous les mois. Et l'initiative privée, créer son entreprise? Ce serait vu avec méfiance, voire hostilité par certains pans de l'administration, selon lui. L'activité privée serait à la merci des abus, des interprétations de règles un peu arbitraires, des manipulations, que ce soit par simple bureaucratie absurde ou, comme il le suspecte pour lui, sur ordre politique, pour le punir, le contrôler. On sent une énorme frustration par rapport à ses propres efforts, ses qualifications. Totalement. C'est un thème qui revient sans cesse. Il met en avant son parcours aberrant, 5 diplômes universitaires, 7 masters, il parle 7 langues. Il souligne l'investissement personnel énorme que ça représente et, malgré tout ça, il décrit son quotidien comme un combat permanent, contre un mur de bureaucratie, de corruption et d'entraves absurdes. Ces mots. Il a ce passage assez fort où il rappelle avoir fui une dictature, il ne nomme pas la Syrie explicitement ici, mais le contexte le suggère, pour trouver la liberté. La liberté de travailler, d'entreprendre, dans un pays de l'UE, et il dit se retrouver face à des obstacles qui lui rappellent d'une certaine manière le système qu'il a fui. D'où cette phrase qui revient « Bienvenue à Espagne ». Exactement. Ce « bienvenue en Espagne », il le répète. C'est une exclamation amère, pleine de sarcasme. C'est sa façon de souligner le décalage qu'il perçoit entre l'image d'un état de droit moderne, européen, et la réalité administrative qu'il vit, qu'il décrit comme kafkaïenne, potentiellement corrompue. C'est l'expression d'un profond désenchantement, oui.
Mais face à ce mur qu'il décrit, il ne semble pas juste se lamenter. Il agit, il appelle à l'aide dans ce document. Non, il n'est pas résigné, loin de là. Le document est aussi un appel à l'action, très clairement. Il lance un appel direct aux professionnels du droit, espagnols, internationaux. Des gens spécialisés, dit-il, en droit du travail, défense des droits humains. Il leur demande de l'aide pour 2 choses principales. Lesquels? 1. Assurer sa défense face aux administrations. Et 2. Surtout, l'aider à monter un dossier pour réclamer des indemnisations. Des indemnisations substantielles à l'État espagnol, pour tous les préjudices qu'il estime avoir subis depuis 2010. Il cherche donc une reconnaissance juridique et une réparation financière importante. Oui, il parle même de chiffres. Il suggère des montants élevés pour compenser les pertes, le préjudice moral, les années de ce qu'il voit comme du harcèlement. Il exprime aussi un espoir, que la Fiscalia Anticorruption, le parquet anticorruption espagnol, s'autosaisisse de son cas, vu la gravité des faits allégués. Et il mentionne même, de façon un peu surprenante, une possible intervention de la famille royale, ce qui montre peut-être un certain désarroi ou une volonté de frapper très haut. Et pour que son message passe, il a mis en place une stratégie de diffusion assez offensive. Tout à fait. Il est très conscient que sa plainte pourrait se perdre. Il utilise l'image de la caverne d'Ali Baba et des 40 voleurs pour parler des méandres administratifs et judiciaires. Pas très flatteur. Non. Du coup, il a choisi la diffusion massive, multilingue. Le document serait dispo en 9 langues. Et pas seulement à l'écrit. Il annonce une version podcast, une version vidéo. L'objectif est clair. Court-circuiter les canaux officiels qu'il juge inutiles ou partiaux. S'adresser directement à l'opinion publique, espagnole et internationale. Il dit vouloir informer le monde sur la vraie situation politico-économique de l'Espagne. C'est son ambition. C'est une stratégie de name and shame et de publicisation maximale, en fait. Transformer son cas personnel en symbole. Mais une question se pose. S'il décrit un tableau aussi noir, pourquoi il reste en Espagne? Il en parle? Oui, mais très brièvement. Il évoque des motifs familiaux et de force majeure, sans plus de détails. Ça suggère que ce n'est pas forcément un choix totalement libre, mais contraint par des circonstances personnelles. Ce qui nous amène à un paradoxe qu'il souligne lui-même, je crois, entre son histoire personnelle et ce qu'il vit en Espagne. Oui, c'est un des points les plus forts du texte, je trouve. Ce paradoxe d'avoir fui une dictature pour chercher la liberté d'exercer son métier dans un pays démocratique, membre de l'UE, et de retrouver, selon sa propre analyse, des méthodes de contrôle, de persécution qui lui semblent similaires. Il utilise une formule choc. L'Espagne utiliserait des méthodes comparables mais avec plus d'élégance, de cara à la galerie, avec une façade plus présentable, quoi. Il va même plus loin dans les comparaisons, il me semble. Oui, il n'hésite pas, il compare la situation qu'il décrit à celle des républiques bananières du monde hispano-arabe. C'est une accusation extrêmement grave, évidemment. Ça vise à choquer, à interpeller sur ce qu'il perçoit comme la réalité derrière les apparences d'un État de droit européen. Ça montre surtout l'intensité de son sentiment d'injustice, de trahison peut-être par rapport à l'idéal démocratique. Je vois. Au fond, ce qui ressort de tout ça, c'est cette tension permanente qu'il vit. D'un côté, son investissement personnel, études, compétences, efforts pour monter son affaire, argent investi, et de l'autre, ce mur d'obstacles administratifs qu'il voit comme injuste, arbitraire, opaque, et peut-être même orchestré par corruption ou vengeance politique. C'est vraiment ça le cœur de sa plainte. Le sentiment que ses efforts, ses mérites, sont non seulement ignorés, mais activement sabotés. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on vient de voir dans ce document, qu'est-ce qu'on doit retenir principalement? D'abord, c'est le témoignage, détaillé, argumenté, d'un médecin qui dénonce une persécution administrative systématique, continue, sur plus de 14 ans. Ensuite, il attribue ça à une corruption qu'il juge endémique dans certaines administrations et à une volonté de le faire taire après une dénonciation initiale. Et enfin, il présente son cas non pas comme isolé, mais comme emblématique, typique des difficultés, des abus que pourraient rencontrer les indépendants, les autonomos, face au système administratif espagnol. Et au-delà de son cas personnel, quelle perspective plus générale ça nous ouvre? Ça met en lumière, de façon assez crue, un conflit perçu entre l'aspiration individuelle à entreprendre, à réussir par son travail, ses qualifications, et un environnement administratif décrit comme un frein, voire comme hostile. La structure même de ces accusations, avec la DGT, puis la santé, puis le fisc qui interviennent successivement, dessine un schéma potentiel d'utilisation des leviers administratifs pour mettre la pression sur quelqu'un. Donc, sa dénonciation, telle qu'il la formule, dépasse son cas.
Elle interroge le fonctionnement concret de certaines institutions, la transparence, la protection des citoyens, surtout ceux qui lancent des alertes ou qui essaient juste de monter leur affaire. C'est sa perspective très critique en tout cas. Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens après avoir exploré tout ça. Ce récit, avec des accusations aussi graves, ça soulève une question de fond, non, sur le rapport de force entre le citoyen et l'État. Surtout quand l'État est perçu comme défaillant ou abusif. Si on admet, même juste comme hypothèse, qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il décrit sur les dysfonctionnements, la corruption, quelle est la capacité réelle d'un individu, même très qualifié, déterminé comme lui, à obtenir justice, ou même juste à pouvoir travailler tranquillement, face à ce qu'il appelle cette bureaucratia organisée, un mot très péjoratif qu'il utilise? Ça nous renvoie à une réflexion plus large, je trouve, sur l'équilibre réel des pouvoirs dans un état de droit, sur la responsabilité des institutions, et sur les recours concrets qu'a le citoyen quand il se sent broyé, à tort ou à raison, par la machine administrative.